Le vent venait de la mer, cru et salé, et je me tenais les mains sur la rambarde, le laissant me fouetter le visage. Depuis 5 ans, il était toute la compagnie que j'avais. Sous mes pieds, les plaques du pont de l'Odyssée tremblaient. Le Pacifique s'étendait dans toutes les directions, une seule nappe de plomb martelée sous un ciel blanc d'os. Je plissais les yeux vers l'horizon. C'était là-bas, un point qui prenait lentement forme. Le rocher d'Ethel, un nom peu spectaculaire pour un lieu qui, d'après nos données satellites, n'avait jamais connu la moindre empreinte humaine. Tu vois quelque chose, Léo? Je me retournai. Le capitaine Harlock se tenait là, encadré par la passerelle de navigation. Les années avaient sculpté son visage en un masque de cuir tanné par le soleil, et ses yeux portaient le bleu pâle et délavé d'un ciel d'hiver. Comme d'habitude, dis-je. Beaucoup d'eau. On croirait que la planète en aurait manqué, à force. Il émit un son dans sa gorge. Elle a toujours plus à offrir, mon garçon. Et toujours plus à prendre. Puis sa main, dure comme gravée d'os et de cale, se posa sur mon épaule. Allez, Harris est en train de donner une attaque à Marcus à cause d'une partie de cartes. Je le suivis jusqu'à la cambuse. Là, Harris Thorne était penché sur la maigre table, silhouette maigre, tout en os et en plis anguleux, concentré sur la partie en cours. Il tenait une carte dans la lumière grise, pincée entre 2 longs doigts. Il est statistiquement improbable, Marcus, que tu aies tiré une 3e dame, dit Harris, avec une voix sans la moindre trace d'humour, le même ton plat et mesuré avec lequel il aurait prononcé un décès. Le jeune Marcus poussa une poignée de noix dans sa bouche, mâchant avec un sourire qui lui dévorait le visage. Il était jeune, croyait dur comme fer au câble, aux chiffres et à tous les arts neufs du monde. Ça s'appelle du talent, Doc. Un truc qu'on peut pas mesurer au pied à coulisses. Riggs, notre sécurité pour cette mission, était assis à l'écart, dans l'ombre, un fusil démonté sur les genoux. Il passait un chiffon sec sur le canon d'acier bleui, même s'il était déjà d'une perfection mate. Il ne disait rien, ne les regardait pas, mais sa présence était un fait brut. Un homme fait pour un seul but, et ce but l'avait vidé de tout le reste. Il était là comme une idole sombre dans sa chapelle de violence privée. Voilà notre équipage. 5 hommes sur un bateau au bout du monde. J'étais inspecteur principal de terrain, un titre pompeux pour ce que j'étais réellement. Je travaillais pour une société appelée Ethelred Geospatial and Ecological. En résumé, nous étions des prospecteurs privés, des pionniers alloués, des gouvernements, ou des hommes assez riches pour en être, nous engagèrent pour poser nos bottes sur les derniers blancs de la carte, les terres vierges. On en faisait l'inventaire, le sol, l'eau, ce qui poussait, ce qui nageait. On cataloguait tout. Et à la fin, on déclarait que la terre était vide. Certains voulaient en ces îles pour en faire des enclaves privées, à accès restreint. D'autres, pour dissimuler un yacht derrière un récif. Et certains, je ne posais pas la question. Ce n'était pas mon rôle. Notre tâche n'était pas de demander pourquoi, seulement de confirmer ce qui est, et plus encore, ce qui n'est pas. Et ce qui n'est pas était toujours la même chose, l'homme. En toutes nos années de travail, la seule chose que Riggs était payé pour repérer était aussi celle qu'il n'avait jamais eue dans sa ligne de mire. La voix d'Harlock parvint de l'obscurité de la passerelle, où il surveillait les relevés de profondeur sur un écran. On approche des hauts fonds. Accostage dans 2 heures, plus ou moins. Harris rassembla les cartes usées et les posa sur le côté, les relevés biologiques sont extraordinaires, dit-il. un écosystème complètement isolé. Pense à ça, Léo. Une flore et une faune jamais contaminées par les croisements. De nouvelles espèces, peut-être même un nouveau genre. Et l'île grandissait à l'horizon, surgissant de la mer comme une roche verte antique. La mer se brisait contre ses fondations dans une furie blanche. Un sifflement aigu monta quand Marcus lança son drone de reconnaissance. « Signal clair. » dit-il, les yeux rivés à l'écran entre ses mains. La topographie est rude. Un plateau central, comme prévu. Aucune structure visible. Pas de fumée. Aucun signe d'activité humaine. De la faune ? Demanda Harris. Difficile à dire à cette altitude.
C'est dense. Je capte quelques signatures thermiques, mais rien de gros. Beaucoup d'oiseaux sur les falaises côté mer. Nous trouvâmes une brèche dans la paroi ouest de l'île, une crique sombre protégée par une ligne de récifs. La plage à l'intérieur était une plaie de sable volcanique noir. C'était le seul passage. Harlock et Riggs traversèrent les premiers en annexe, comme pour sonder l'endroit. Nous restâmes au bastingage de l'Odyssée, à les regarder partir. Leur embarcation rapetissant sur les eaux grises, un point rampant vers le rivage immense et silencieux. Ils disparurent pendant 1 heure. Puis, la radio crépita et la voix d'Harlock fendit le vide. Plage sécurisée, terrain stable. Nous rassemblâmes le matériel dans ces caisses, les balises GPS, le téléphone satellite, les chargeurs solaires et toutes les boîtes vides. Et nous les suivîmes jusqu'au cœur de l'île. Mes bottes crissèrent sur le sable noir comme du verre pilé. Dès mon premier pas, un silence me tomba dessus. Ce n'était pas une absence de bruit. La mer battait toujours les rochers, mais une présence de silence. La jungle, à 100 pas de là, était totalement muette. Aucun insecte, aucun cri d'oiseau, aucun bruissement. « Étrange !» murmura Harris, stoppé au bord des arbres. Il nettoya ses lunettes du bas de sa chemise et scruta le mur de verdure. « Une jungle aussi vivante. On devrait entendre quelque chose. » Peut-être qu'ils sont juste timides, plaisanta Marcus. L'après-midi, nous restâmes proches de la plage, installant le camp de base et une grille de relevé préliminaire. Harris était dans son élément, agenouillé dans l'humus noir et riche, caressant doucement mousse et lichen qu'il disait inconnus de la science. Il trouva une fleur aux pétales violets comme des ecchymoses et un champignon en plateau qui pulsait d'une lumière verte, froide et interne. Marcus fit glisser son drone principal au-dessus de la canopée. Riggs faisait le tour du périmètre, geste lent et précis. Harlock montait les tentes, geste méthodique d'un homme qui avait fait de 100 lieux sauvages sa maison. Et moi, je luttais contre l'impression qu'on m'observait. Cela s'intensifie près du ruisseau. Une source d'eau douce, suintant du cœur de la jungle, teignait le sable noir en un noir plus sombre encore. En me baissant pour prélever un échantillon, je la vis sur la berge opposée. Une sculpture. Bois sombre, lourd et huilé par l'eau, pas plus grande qu'une main. Une silhouette vaguement humaine, mais pas un homme. Les membres étaient assez trop longs, filiformes, et la tête, une simple spirale profondément gravée. Le travail était brut, mais l'intention derrière paraissait ancienne. Je traversais l'eau fraîche et peu profonde pour la ramasser. Elle était lourde, froide et dense dans ma paume. Je voulais appeler les autres, leur montrer cette preuve claire que nous n'étions pas les premiers. Mais un étrange scrupule me retint. Un morceau de bois taillé pouvait venir de n'importe où. Une relique tombée d'un bateau lavé par 1000 miles de mer. Peut-être rien. Harlock devrait rédiger un rapport. Des procédures seraient déclenchées. Notre contrat juteux pourrait être annulé pour un bout de bois. Alors je fis l'autre chose. Celle que je ne m'explique pas vraiment. Je glissai la sculpture dans ma sacoche de hanche. Le soleil saignait à l'horizon. Nous étions assis autour du feu, mangeant nos rations en silence. Harris parlait de ses spécimens, mais son enthousiasme avait disparu, vidé par le silence mort de l'île. La nuit tomba, totale et oppressante. Dans ma tente, avec pour seul rempart du nylon, je l'entendis, faible, profond, lent. Le battement d'un tambour. J'ouvris les yeux. Le son disparut. Seule la mer et la respiration d'Harris à mes côtés demeuraient. Impossible de savoir si j'avais rêvé. J'ouvris la fermeture de la tente. Riggs montait la garde, silhouette à la lueur du feu mort, le fusil sur les genoux. Je refermai et souhaitai l'aube. Elle arriva à contre-cœur. Harlock s'étira dehors. « Bien dormi ?» Comme dans un tombeau, répondis-je. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose cette nuit, comme un tambour? Harlock s'arrêta, les yeux plissés. J'ai cru entendre un truc, vers 2 heures du matin. J'ai pensé au générateur ou aux vagues. Toi aussi tu l'as entendu. Marcus sortit, livide.
Moi aussi. Ça venait du centre de l'île. Flippant. Harris suivit, hochant seulement la tête. Il savait que ce battement n'était pas naturel. Riggs ne broncha pas. « Je l'ai entendu, » dit-il platement. Je suis resté à écouter 2 heures. Un seul tambour, lent, de l'intérieur des terres. Puis ça s'est arrêté. Un mot me resta en tête. Habiter. Très bien. Dit Harlock, sa voix désormais pure autorité. Le plan reste le même, mais avec un changement. On reste ensemble. Tous. Pas de séparation. On suit le lit du ruisseau vers l'intérieur, direction le plateau. On évalue la topographie, on cartographie la source. Léo, tu fais la carte. Harris, tu catalogues. Marcus, lance le drone dès qu'on est sous la canopée. Riggs, reste en alerte. Si cette île n'est pas aussi vide que le pensent les pontes, je veux le savoir hier. Nous quittâmes la relative sécurité de la plage, et la jungle nous engloutit. Les arbres étaient anciens, immenses, leurs cimes tissées en une voûte qui scellait le ciel et plongeait le monde dans une pénombre verte perpétuelle. Un champignon vert pâle était omniprésent, s'accrochant aux rochers et aux troncs. Nous n'avions pas parcouru un demi-kilomètre qu'Harris posa un doigt sur l'écorce d'un arbre que ses livres ne connaissaient pas. « Regardez ça !» murmura-t-il. Il suivait des lignes de profondes entailles dans le bois. Marque de griffure. Une spirale, vous la voyez, presque identique au motif de certaines pierres dressées néolithiques d'Orkney. Mais celles-ci, elles ont l'air récentes. C'était la même spirale que celle de l'idole que je portais dans ma sacoche. Un froid nauséeux commença à tourner dans mon ventre. Nous poursuivîmes, plus profondément dans ce crépuscule vert. Marcus luttait pour capter un signal, inclinant sa télécommande vers la voûte étouffante du monde, tournant en rond. Il s'approche d'une petite trouée. Je l'ai. Il y a une ouverture. Je la lance. Le vrombissement de la machine monta et fut aussitôt avalé par l'immensité de la forêt. Sur l'écran, nous vîmes la peau gris-vert, monstrueuse, de l'île. J'ai... Attendez. Dit Marcus, penché sur l'écran. Il y a une zone morte, juste au centre, comme un cercle parfait de parasites. Les capteurs de mon drone se font griller. Interférence magnétique, peut-être? Non, ce n'est pas... Ces mots furent coupés. L'image disparut, remplacée par un déferlement de bruit blanc. Merde, signal perdu. Il s'est juste éteint. Ses pouces volèrent sur les contrôles. Le drone ne répond pas au protocole de retour automatique. Elle est partie. Le drone, notre œil dans le ciel, avait disparu, englouti par le cœur aveugle de l'île. 1 heure passa. Le lit du ruisseau se transforma en un couloir de boue aspirante. Riggs ouvrait la marche, son M4 en position basse. Soudain, il s'arrêta. Il leva le poing, silencieux, fermé. Nous nous arrêtâmes net. Il nous fit signe d'avancer sans se retourner. Et nous vîmes ce qu'il voyait. Une fosse creusée dans la terre noire du sol de la jungle, 3 mètres de large, dissimulée sous un fragile tressage de feuilles et de branches. Le fond était tapissé de pieux aiguisés, durcis au feu, inclinés pour empaler ce qui tomberait. C'était un piège conçu pour quelque chose de grand, de lourd. Mais ce n'était pas le piège lui-même qui glaçait le sang. Au centre, une chaîne rouillée était fixée à la terre. Au bout pendait un crâne humain. Il était usé, ses orbites vides remplies de mousse verte. Retour à la plage. Maintenant, dit Harlock. Sa voix était calme, tranchante. On remballe tout. On s'en va. Ethelred aura son rapport depuis le bateau. On leur dira que l'île est habitée et mortelle. Personne ne protesta. Le chemin du retour fut un cauchemar. Le silence de la jungle n'était plus passif. Il était attentif. Riggs marcha souvent à reculons, son fusil décrivant des arcs dans la pénombre. Nous émergeâmes de la lisière, haletant dans l'air libre et gris. Et là, nous vîmes notre camp. Nos 3 tentes oranges étaient toujours là, formant un triangle soigné. Mais il y avait maintenant une 4e structure parmi elles.
Un tipi fait de branches liées et de peaux tannées. Des peaux animales, pensai-je d'abord, jusqu'à ce que mon regard saisisse l'encre bleue passée d'un tatouage grossier d'encre marine sur un morceau de peau tendu entre deux piquets. Devant cette construction grotesque, un autel grossier avait été dressé. Dessus, notre téléphone satellite et notre balise de secours étaient empilés comme des offrandes, réduits en un amas étincelant de plastique et de fils. Et montant la garde devant cette profanation se tenait un totem, 2 mètres de haut, sculpté dans le même bois sombre et lourd que l'idole de ma sacoche. Là où aurait dû se trouver un visage, une spirale, en son centre, 2 disques de nacre polis. Ils captaient la lumière terne et grise et scintillaient, comme des yeux intelligents et malveillants. Quelqu'un était venu à notre camp. Ils avaient remarché parmi nos affaires, jugé nos outils, nos liens avec le monde que nous connaissions, et les avaient trouvés indignes. Puis ils avaient bâti leur propre temple sur les cendres de notre technologie. Le fusil de Riggs se tourna vers le mur noir de la jungle, comme si une forme pouvait y être perçue, mais il n'y avait que les arbres et l'obscurité entre eux. Harlock se tenait là, dépouillé de sa certitude de marin. Il ne restait plus que le visage d'un vieil homme terrifié. « Faites tomber ce truc. » dit-il. La voix mince et creuse contre le fracas sans fin des vagues, en désignant la peau tatouée. Personne ne bougea. Nous fixions la peau écorchée, l'encre bleue fanée, terrible témoignage de l'homme à qui elle avait appartenu. Le vent la fit frémir, et elle sembla prendre vie. « Marcus, dit Harlock, retrouvant un éclat de commandement. Fais un feu. Un grand feu. Harris, prends la trousse médicale, assure-toi qu'on a tout ce qu'il faut. Léo, aide Riggs à fortifier notre position. Utilisez les caisses de ravitaillement, tout ce qu'on a. Ils sont déjà passés par ici. S'ils reviennent, ce sera depuis la jungle, vers cette plage. On aura une ligne de vue dégagée. À contre-cœur, nous posâmes nos mains sur leur totem, sur la chair tannée. Une profanation à laquelle nous fûmes contraints en le démontant. Nous érigeâmes un muret avec les caisses du matériel. Le grand totem au visage en spirale, nous le laissâmes en place. Nous n'avions pas la force de le bouger. Ses yeux de nacre regardèrent la mer, témoins muets de notre folie. Le soleil disparut. Il ne se coucha pas. Il saigna. Et toute la chaleur du monde s'en alla avec lui. Le feu que Marcus alluma était une chose vorace, rugissante, qui déchirait les ténèbres à venir et projetait nos ombres longues et vacillantes sur le sable noir. La lisière de la jungle était un mur de noir pur, vide. Riggs se tenait derrière notre muret, immobile comme le roc autour de nous. Harlock vérifiait le pistolet lance-fusée, comptant les 3 cartouches. Harris fixait les flammes, murmurant les noms latins de ses spécimens, et moi, je sentais le poids de l'idole dans ma sacoche. L'obscurité devint absolue, le silence de la jungle revint. Et alors les tambours commencèrent. Ils étaient plus proches, désormais. Ils ne provenaient plus seulement du centre de l'île, mais de toutes parts. Puis un hurlement débuta, un son aigu, ténu, qui avait la forme d'une voix humaine, mais rien de vraiment humain en lui. Il montait et descendait, selon une gamme de notes fausses, à la fois plaintes funèbres et cris de guerre. « Oh mon Dieu !» gémit Marcus. « C'est quoi ce bordel ?» ?»« Ce n'est pas une voix humaine, » dit Harris, la voix tremblante, le scientifique en lui effacé. « La hauteur, la résonance. Ce n'est pas produit par des poumons humains. La physiologie ne correspond pas. C'est impossible. » Les tambours, soufflai-je. C'est ce que j'ai entendu avant. Mais ça, c'est nouveau. On dirait qu'ils éventrent quelque chose. Grogna Harlock, sombre. Comme s'ils le faisaient en souffrir. Lentement. Diversion, dit Riggs, sa voix basse et incroyablement calme. Tout ce vacarme, c'est pour fixer notre attention sur la jungle, pour qu'on regarde dans une seule direction. Diversion ? Hurla Marcus. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de notre attention ? Tu penses vraiment que ce qu'on entend là, maintenant, a quelque chose d'humain ? Riggs ne se retourna pas.
Sa tête fit un lent signe de dénégation, presque imperceptible. Non, Dit-il d'une voix plate. je ne pense pas. Mais ça veut qu'on croie que la menace vient des arbres. Et puis, comme sur commande, les hurlements et les tambours cessèrent. Network nous attendîmes. Le feu crépitait et projetait des étincelles. Dans le mur noir de la jungle, le champignon vert pâle reprit son lent et glacial battement lumineux. Marcus bondit sur ses pieds, spectre dans la lumière du feu, son visage un masque de pure panique. Je dois pisser. Balbutia-t-il, son corps trahissant visiblement sa volonté. Non, Gronda Harlock en lui attrapant le bras, tu le fais juste là, dit-il en désignant du pouce le sable ouvert derrière eux. à 3 mètres, là où on peut te voir. Personne ne sort du cercle de lumière du feu. Personne. Marcus tituba jusqu'au bord de la lumière, les épaules voûtées. Il nous tourna le dos et fit face à l'eau noire. Les tambours reprirent, un puis deux. Les hurlements se joignirent, plus rapides, montant jusqu'à un hurlement unique, perçant. Tout le son formait un mur pointé vers la jungle, et nous y fixâmes tous instinctivement notre regard, le cœur battant. Nous manquâmes le seul bruit qui venait de la mer. Il n'y eut aucun cri de Marcus, seulement un bruit lourd et humide, comme un sac de viande qu'on laisse tomber, puis un craquement écœurant, comme un gros bâton brisé net sur un genou, puis plus rien. « Marcus » appelai-je dans le silence revenu. Aucune réponse. Les tambours et les hurlements s'étaient tus. Lentement, nous nous retournâmes tous. Ces traces étaient claires dans le sable, un chemin du feu jusqu'à la lisière de l'eau. Mais le garçon avait disparu. À l'endroit où il s'était tenu, se trouvait une seule main sectionnée. Un son s'arracha de la gorge d'Harris. Dans cet instant figé d'horreur partagée, une silhouette se détacha des ténèbres entre les arbres. Elle était grande, maigre comme un chien affamé, couverte de filets dégoulinants. Ses mouvements n'avaient rien de fluide ou humain, mais ressemblaient à une série de soubresauts secs, semblables à ceux d'un oiseau. Riggs pointa son fusil vers elle, mais il avait déjà perdu. 2 autres formes surgirent en silence des rochers à l'extrémité de la plage. L'une d'elles fit un mouvement, et un filet lesté fendit l'air embrasé par le feu. Il s'enroula autour du cou et du torse de Riggs, et sa tête bascula en arrière dans un bruit sec de fouet. Le fusil tomba dans le sable. Il tenta de griffer la corde autour de son cou, mais elle se tendit rapidement. Ils le traînèrent en arrière sur la plage, ses talons creusant 2 sillons sombres dans le sable, jusqu'à ce que l'obscurité l'engloutisse. Pendant un instant, nous les vîmes clairement. L'éclat de leur peau mouillée, la forme longue et fausse de leurs membres, et leurs visages, qui n'étaient pas des visages, mais des masques tressés de bois et de coquillages. Je me ruai vers le fusil tombé dans le sable. Harlock leva le pistolet de détresse, un dernier acte de défi désespéré. Mais la nuit les avait déjà avalés. Le son des suffocations de Riggs avait disparu, remplacé par le battement lent et méthodique d'un seul tambour. Nous étions 5 hommes sur cette plage. Nous n'étions plus que 3. Le feu rugissait, indifférent. Sur le sable mouillé, la marée montait, léchant les bords de la main de Marcus. Le fusil de Riggs était une forme sombre à moitié enfoncée dans le gravier. Harris s'effondra sur lui-même et vomit, le contenu de son estomac fumant sur le sable noir. Harlock se tenait là comme un homme foudroyé qui aurait survécu, toute vie brûlée en lui sauf un noyau obstiné qui refusait de tomber. Puis il cligna des yeux, et le capitaine était de retour dans le creux de son regard. « Le bateau !» dit-il, la voix sèche, râpeuse comme du sable et des coquillages. « L'annexe. C'est notre seule chance. Au diable la mission. Au diable le matériel. On prend l'annexe et on rejoint l'Odyssée. » Le navire, notre monde. À un demi-mile d'eau ouverte. « Harris, Léo, prenez les sacs d'urgence. » L'ordre de Harlock fendit la brume de la terreur. Juste l'essentiel. De l'eau, la trousse médicale, le pistolet de détresse. Rien d'autre. On y va, maintenant. Nous nous mîmes en marche, en ligne brisée, titubante
vers l'entaille sombre dans la roche où le bateau était caché. Harris pleurait en silence en avançant, sa tête se retournant sans cesse vers le mur noir de la jungle où rien ne bougeait. Je ramassai le fusil de Riggs dans le sable. Son poids était à la fois étranger et terrible. Mes mains tremblaient sur la crosse, et je savais que si une cible apparaissait, je raterais. Harlock ouvrait la marche, le pistolet de détresse serré dans son poing comme un talisman. Les tambours s'étaient tus, ce qui était, d'une certaine manière, encore pire. Je pouvais sentir qu'ils bougeaient avec nous dans l'obscurité, au-delà de notre vue, nous suivant pas à pas. Nous atteignîmes la crique. Le bateau était là, intact, calé entre les rochers, exactement comme nous l'avions laissé, l'eau sombre venant lécher ses flancs de caoutchouc. « Montez! Vite !» siffla Harlock. Ses doigts étaient raides, maladroits, sur la corde d'amarrage. Je jetai les sacs, le fusil, et aidai Harris, tremblant, à passer par-dessus le bord. Harlock poussa de l'épaule contre la proue, avec un grognement, et nous fûmes projetés à l'eau. Il sauta à bord dans un bruit sourd, me tournant le dos, tirant frénétiquement sur le cordon du moteur hors bord. C'est alors que je le vis, tourné vers la plage, le fusil inutile posé sur mes genoux. Une silhouette solitaire se tenait à la lisière des arbres. Il ne venait pas vers nous. Il restait là, immobile, tenant une longue lance. Il nous observait, il nous laissait partir. « Harlock, il nous laisse partir. C'est un piège !» hurlai-je, mais il ne m'entendit pas dans la panique de ses efforts. Il tira une dernière fois sur le cordon avec un désespoir viscéral. Le moteur toussa, crachota, puis rugit. Ce fut le plus beau son que j'ai jamais entendu. Le bateau bondit, et nous nous mîmes à fendre l'eau, quittant la crique et ses horreurs. Un soulagement absolu me submergea, si profond que c'en était presque une mort. Nous étions libres. Nous étions partis. Les lumières. Léo. Où sont les lumières de l'Odyssée? Cria Harlock. Il dut tourner la tête et hurler par-dessus le vacarme du moteur. Mon sang, encore en feu d'adrénaline, se mua en bouillie glacée. Je scrutai l'horizon noir. Rien. Un court-circuit, peut-être. Bredouilla Harris, la voix tremblante. Un problème électrique. Non, dit Harlock, sinistre. Il nous guida au-delà des brisants, là où le récif s'enfonçait dans le large. le générateur de secours se serait activé immédiatement. L'éclairage d'urgence est sur un circuit séparé. Nous fouillâmes la nuit du regard. Et puis nous la vîmes. Pas une silhouette de lumière. Une silhouette d'ombre contre l'ombre. L'Odyssée était couchée sur le flanc, telle une baleine mourante, son pont déjà englouti par la mer. Elle coulait par la proue, avalée par les eaux noires. Même à une centaine de mètres, nous pouvions voir la déchirure béante à la ligne de flottaison, une plaie immense et irrégulière. Pire, dérivant autour de notre navire en train de sombrer, se trouvaient d'autres embarcations. 6 ou 7 radeaux grossiers, faits de troncs liés par des lianes. Sur chaque radeau, des silhouettes sombres et immobiles, les pagaies posés sur les genoux. Ils observaient notre approche, leurs corps luisants, sombres sous la lune. Ils avaient sabordé notre monde, notre seul espoir d'évasion, puis ils avaient attendu, patients comme des pierres, que nous avancions nous-mêmes vers leur piège. La silhouette sur la plage ne nous observait pas fuir, elle nous envoyait droit dans le filet. Harlock coupa le moteur. Le monde retomba dans le silence, à l'exception des gémissements de l'Odyssée en train de couler, et du bruit doux et régulier des pagaies. Le cercle se refermait. Nous flottions dans un simple canot pneumatique, sous une lune blanche comme un os, encerclé. Il n'y avait aucune rive vers laquelle fuir. C'était la fin de la carte. Le monde n'était plus qu'un petit canot, l'eau noire, et le cercle de pagaies qui se levait et s'abaissait dans un rythme hypnotique. Leurs visages devinrent visibles sous la lune, et c'étaient des choses de cauchemar. Des cartes de scarification rituelles, imitant les rides de l'eau ou le grain du bois. Des masques faits de mâchoires assemblées avec ce qui semblait être des cheveux humains. L'un d'eux, sur le radeau le plus proche, me regarda directement et sourit. Ses dents avaient été limées en pointe.
Ils portaient le champignon phosphorescent de l'île sur leur peau, enduite en spirale sur leur torse et leurs bras, et ils brillaient d'une lumière froide et vivante. Ce n'étaient pas des créatures du monde que je connaissais. Les mains de Harlock tremblaient tellement qu'il fit tomber le pistolet de détresse dans le fond du canot. Harry s'était recroquevillé, se balançant lentement d'avant en arrière, une plainte basse s'échappant de ses lèvres. Je levai le fusil, la crosse glacée contre ma joue, mais il n'y avait aucune cible précise, seulement une constellation mouvante de formes sombres et lumineuses sur l'eau. Avant que je ne puisse choisir quelle mort infliger, l'un d'eux, plus grand que les autres, portant une cape de plumes d'oiseau, leva une main aux doigts longs. Les membranes entre ses doigts étaient pâles, nettes dans la lumière lunaire. Toutes les pagaies s'arrêtèrent. Un gaffe de bois aiguisé fut tendu depuis le radeau le plus proche. La pointe s'enfonça dans la peau du canot, avec un chuintement d'air qui s'échappe. Ils commencèrent à nous tirer vers eux. Et alors, nous vîmes les trophées, pendus à leur corps comme ornements. Colliers en os de doigts, ceintures en cheveux humains tressés. L'un portait des protèges tibias taillés dans des tibias humains. Un autre, une épaulière faite de peau écorchée. Sur cette peau, je distinguais les lignes bleuâtres et rouges, fanées, d'un tatouage de dragon rugissant. Le tatouage de Riggs. Un filet épais, tissé de lianes grossières, fut jeté sur nous. Des mains m'agrippèrent et me tirèrent du canot. Ce n'étaient pas des mains en colère. Il y avait une efficacité froide, méthodique, dans leurs gestes, ceux de gens qui connaissent leur travail. Une massue de pierre s'abattit, et Harlock s'effondra, inerte. Des cordes dures me mordirent les poignets et les chevilles. Harris ne résista même pas. Et tout cela fut accompli dans un silence glaçant, seulement brisé par le clapotis de l'eau contre les radeaux. Puis, ils tournèrent leurs embarcations, non pas vers la plage que nous avions fui, mais vers une entaille obscure dans la falaise, là où un fleuve saignait dans la mer. Ils dirigèrent les radeaux vers l'embouchure de la rivière, et nous entrâmes dans le ventre de l'île. L'air devint épais, humide, saturé de l'odeur de la pourriture et de la terre détrempée. Dans des alcôves taillées dans la roche, nous vîmes leur monde. Nous passâmes devant une, où une silhouette voûtée travaillait patiemment un fémur humain contre une pierre à aiguiser. Une autre servait de garde-manger. Au plafond, suspendus à des crochets d'os, pendèrent des morceaux d'hommes écorchés, et parmi eux, je vis les restes d'une veste rouge vif. Marcus était là. Plus loin, de vieilles femmes au visage desséché comme des calebasses étirèrent des feuilles de peau sur des cadres en bois pour les faire sécher dans l'air moite. La rivière s'ouvrit sur une caverne si vaste que son plafond se perdait dans les ténèbres. En son centre se dressait un arbre, un banyan, ancien, monstrueux, ses racines griffant le sol de pierre, tandis que ses branches supérieures frôlaient l'invisible plafond. Des plateformes et des huttes faites d'os et de peau tressée étaient perchées dans ses membres, reliées par des ponts de cordes suspendus. Et depuis son tronc, depuis chaque branche, pendirent des crânes, comme des fruits grotesques. Des centaines, des milliers. On nous tira des radeaux pour nous forcer à monter une large rampe en spirale autour du tronc. À 20 mètres de haut, nous atteignîmes une plateforme centrale, où toute la tribu était rassemblée. Ils se balançaient selon un rythme silencieux devant une silhouette de chaman, qui chantait dans une langue faite de claquements de langue et de sons gutturaux. Harris et Harlock, réveillés maintenant, nus, le teint livide d'une terreur au-delà des cris, étaient attachés, en croix, à 2 grands cadres de bois en X. Notre matériel de relevé, nos caméras, nos caisses, étaient disposés au pied des structures, offrandes pour le dieu qu'ils adoraient. Le chaman tenait en l'air la petite sculpture que j'avais trouvée près du ruisseau. L'homme à la tête en spirale. Un grand soupir, comme un gémissement collectif, parcourut la foule assemblée. Il s'approcha d'Harris en premier, un couteau à la main. Il traça de petites incisions sur sa poitrine, peignant ses doigts de sang pour marquer les joues d'Harris de symboles. Harris pleurait, les yeux fixés dans le vide, au-delà de nous, vers l'abîme final. Puis le chaman s'agenouilla, et de 2 coupes rapides, sectionna les tendons derrière ses genoux.
Le cri qui s'échappa d'Aris fut un son pur et terrible qui résonna sur les murs de pierre. Ils lui prirent la peau en longues bandes précises, alors que la vie frémissait encore en lui. Et quand il ne fut plus qu'un ruine rouge, le chaman planta une lance dans son cœur. Un grand cri de joie extatique s'éleva de la tribu. Puis, ce fut au tour de Harlock. Ils prirent une pierre marquée du symbole en spirale, chauffée à blanc dans un brasero, et la pressèrent contre ses lèvres pour les sceller. Ils lui brûlèrent les yeux. Ils brisèrent ses mains et ses pieds à coups de pierre. Mon dernier souvenir du capitaine fut celui d'une chose aveugle, mutilée, pleurant du sang et de la fumée. Puis ils levèrent son cadre, et une douzaine de lances jaillirent de la foule pour se ficher dans son corps. Il était mort avant la 10e, et la tribu acclama sa mort encore plus fort. Puis vint mon tour. Mon tour. Ils vinrent pour moi, coupèrent les liens à mes pieds. Je sentis leurs mains froides et puissantes sur mes bras, me tirant vers le dernier cadre vide. Mon esprit n'était qu'un hurlement blanc. Un cri s'enroulait dans ma gorge, refusant d'admettre que mon crâne serait bientôt un fruit parmi d'autres sur cet arbre impie. Ils me traînaient vers le cadre. Je pleurais, je me débattais, puis plus rien. Les fils brûlants que Dieu met dans le cerveau pour ressentir la peur avaient fondu. Ce qu'il restait, c'était la rage animale, brute. Ils pensèrent que je serais un agneau de plus pour leur autel. Mais ils n'avaient pas prévu ce qu'un animal peut faire. Acculé, je ne mourrais pas comme ça. 2 d'entre eux me tenaient les bras. Mes yeux cherchaient autour une pierre, un éclat de bois. Mais il n'y avait rien. Rien d'autre que la terre battue, les cadres d'os, et leur ouvrage rouge. L'un d'eux se détourna pour chercher des cordes, et sa prise sur mon bras faiblit, le temps d'un battement de cœur. Ça suffit. Je laissai mon corps tomber, me relâchant dans sa garde, et mes dents trouvèrent son avant-bras. Je mordis profondément, goûtant la terre ancienne et la corruption. Il hurla, un cri aigu et perçant, qui brisait le rythme sacré de l'abattoir. La tribu fut saisie par le silence. Mes dents étaient enfoncées jusqu'à l'os, et j'arrachai un morceau de chair dans un mouvement brutal. J'utilisai l'élan pour frapper l'arrière de mon crâne dans le visage de l'autre. Je sentis l'éclat humide de l'os sous la peau. Il tituba, se tenant le nez. Ils reculèrent tous deux. Le monde s'ouvrit. Un instant, j'étais libre, sous ce plafond de pierre noire. Une cathédrale brute de rage résonnait autour de moi. Le chemin de la rampe était barré par leur corps. Mais sur le côté, une liane épaisse, un pont de corde, menait d'une plateforme vers une cabane secondaire, nichée dans le tronc géant. Pas de choix. Rester, c'était mourir. Tomber, c'était mourir. C'était la seule issue qui n'était pas la mort. Un membre de la tribu, revenu de sa stupeur, fonça sur moi avec un couteau. Il frappa, traçant une ligne de feu le long de mes côtes, mais je saisis son bras et utilisai sa propre force contre lui. Nous tombâmes enchevêtrés, heurtant un mât sculpté à la lisière de la plateforme. Les petits os attachés dessus s'entrechoquèrent comme des graines sèches. Le mât était pourri à sa base. Il bascula, tomba dans le vide, et son poids emporta l'ancrage du pont de corde dans un dernier craquement. La corde fouetta l'air, balaya 3 hommes de leurs pieds. Je n'hésitai pas. Je courus, sautai par-dessus le rebord. Pendant un instant effroyable, je tombai. Puis mes pieds heurtèrent le pont suspendu, brutalement. Je luttai pour mon équilibre, agrippant le tressage rugueux. Je regardai en bas, vers les ténèbres du sol. Et je le vis. Parmi des débris de bois flottés et d'épaves, une tache de jaune étrange. Notre radeau de sauvetage d'urgence. Je glissais, tombais, me déchirais les mains sur la corde. Une lance siffla à mon oreille et éclata sur la pierre. Je m'écrasai au sol, les genoux cédant. Mon flanc était chaud de sang et de boue. En levant les yeux, je vis leur forme sombre dévalant l'arbre, escaladant les cordes, avec une vitesse inhumaine. Il me restait quelques secondes. Je me ruai vers la tache jaune et fonçai vers la gueule noire de la rivière. Elle m'accueillit dans un froid si total qu'il semblait être la moelle même de la roche. Je nageais, le pack serré contre ma poitrine, ramant dans un tunnel éclairé seulement par des poissons fantômes phosphorescents. Puis, je débouchais hors de la grotte, dans la nuit. La mer,
Au-dessus, les nuages s'étaient ouverts. La lune, fine comme une écharde d'os, brillait dans le ciel. Mais ils me poursuivaient. Leur radeau de fortune était déjà à l'eau, les pagaies battant frénétiquement, de plus en plus proches. Je tirais sur le cordon de déclenchement du radeau avec des doigts engourdis, inutiles. 2 fois, il m'échappa. Le premier radeau fonçait, et je vis l'homme balafré à la proue, lever un harpon contre la lumière lunaire. Dans un dernier effort, haletant, je tirai le cordon. Un souffle d'air comprimé, et la vessie jaune éclata sur l'eau noire comme une plaie soudaine. Je me hissai à bord, alors qu'une première lance frappait la mer dans un plouf violent. Avec mes mains nues, je me mis à pagayer, seul au monde, flottant entre l'eau noire et la voûte céleste constellée, laissant derrière moi la rive du sang et m'élançant dans la grande et terrible bénédiction de la mer. J'étais vivant, à la dérive sur l'océan, et il n'y avait rien d'autre. Derrière moi, la grande pierre noire de ce lieu s'éloignait, jusqu'à devenir une rumeur au bord du monde. Les cris des hommes peints s'estompèrent, puis disparurent. Il ne restait que le clapotis de l'eau contre les parois souples de ce cercueil jaune. Je me recroquevillais en la plus petite forme possible au fond du radeau. Mon corps tremblait d'une violence incontrôlable. Les visages de la tribu étaient brûlés sur l'envers de mes paupières. Le cri d'Aris, le bruit mouillé des lances pénétrant la chair de Harlock. Mes amis avaient été transformés en reliques sacrées, puis en viande, et je pleurais pour eux, et pour moi-même. Le soleil surgit de la mer avec une beauté terrible. L'eau était calme. Le rocher d'Ethel avait disparu de l'horizon. Je fis le point de ce qui me restait. Ce radeau, cette déchirure rouge et profonde à mon flanc, que je bourrais avec un morceau de ma chemise. Pas de nourriture, pas d'eau. Les jours et les nuits se fondirent en un seul délire continu, une transe hallucinée. Le soleil traçait une route impitoyable dans le ciel, puis venait l'obscurité. La soif fut le premier et le plus ancien dieu, un démon patient venu habiter ma gorge. Mon esprit, brûlé par le soleil, conjurait l'image d'un verre d'eau glacée, d'un robinet coulant, seulement pour voir le mirage s'évaporer en sel brûlant. La faim vint plus tard, cousine sourde et distante de la soif. Dans la solitude écrasante entre l'abîme sous moi et le chaudron de laiton du ciel, mon esprit se désagrégea. Je parlais aux morts comme s'ils étaient assis avec moi. Tu aurais dû voir les cartes de marée que j'ai dessinées, Harlock, disais-je au bateau vide. Calcul parfait. Je consultais le spectre d'Aris sur l'anthropologie de la tribu. Isolement extrême menant à une agressivité rituelle, lui expliquai-je. Mais son fantôme fixait seulement l'eau, les yeux remplis d'une tristesse que je ne pouvais comprendre. L'ombre de Riggs montait la garde, silencieuse, à la proue de mon radeau, et sous moi, parfois, j'entendais le claquement des dents de Marcus. Parfois, je les voyais à l'horizon, les silhouettes sombres de leur radeau, ramant dans les mirages de chaleur, patients, implacables, ou peut-être n'étaient-ce que des vagues. Les requins vinrent aussi, leurs nageoires grises fendant l'eau près du canot. Ils tournaient pendant des heures, patients, attendant que le cocon jaune abandonne enfin son mort. Je ne sais pas combien de jours ont passé. Le soleil avait brûlé ma peau. La plaie à mon flanc était un feu infect, alimentant mes cauchemars, cuisant mon cerveau à l'intérieur de mon crâne. Le monde éveillé était un rêve fiévreux, et il n'y avait plus de différence entre les deux. Le radeau était devenu une chose de champignons palpitants, et mes amis morts ne me parlaient plus. Ils s'étaient joints au cœur silencieux et moqueur de la tribu. Leurs formes squelettiques dansaient sur les vagues, avec la mienne, et leurs yeux étaient des trous noirs brûlés, comme ceux de Harlock. Allongé sur le dos dans ce bateau, les étoiles tournaient au-dessus de moi, dans une danse de feu froid, indifférent. Et je crois que j'étais prêt à mourir. Je fermais les yeux face à la nuit, qui ne se souciait pas de moi. Et je le vis. Un point unique de lumière stable, là où il ne devrait y en avoir aucun. Longtemps, je le pris pour un autre fantôme, un dernier tour de mon cerveau mourant. Mais la lumière grandit. Elle ne vacillait pas. Elle clignotait à un rythme mesuré, mécanique.
Dans un effort qui me coûta le reste de ma vie, je me redressai. Le monde vacilla en taches noires, puis se stabilisa. Un cargo, un porte-conteneur, avançant sur l'eau noire comme une bête d'acier, issu d'un monde que je ne reconnaissais plus. Ses lumières formaient une ville flottante dans l'obscurité. Il balayait la mer lentement, méthodiquement, et un son grave de corne en émana, le son le plus magnifique que j'ai jamais entendu. J'essayais de crier, mais ma voix n'était plus qu'un cliquetis sec dans ma gorge. Mais ils me virent. Un puissant faisceau de lumière trancha l'eau noire et m'enveloppa. J'entendis les cris d'hommes dans une langue que je reconnaissais, distordue par l'eau, mais réelle. De vraies larmes tracèrent des sillons nets à travers la crasse, le sel et les brûlures du soleil sur mon visage. Ils me hissèrent à bord. Je me souviens du miracle d'une bouteille d'eau fraîche, pressée contre mes lèvres, du contact d'une couverture propre. Et puis je perdis connaissance. Aujourd'hui, j'ai un lit propre, de la nourriture, 4 murs autour de moi. Mais dans les longues heures de silence de la nuit, je ne suis pas dans une chambre. Je suis encore sur la mer, nageant vers la gueule de la rivière. Je suis encore sur la plateforme, témoin du massacre d'Aris. Je vois Harlock et la ruine fumante de ses yeux. Je suis encore contre l'écorce de l'arbre osseux, et les fantômes de ces prêtres peints montent la garde, pour toujours, sur moi. La compagnie a tout classé comme une perte tragique. 5 hommes, un navire de recherche à la pointe de la technologie, tous perdus dans une tempête soudaine et imprévue. C'était une histoire plus propre. Ils m'ont donné de l'argent pour mon silence, une somme généreuse versée sur un compte offshore, et des papiers à signer pour sceller ma langue à jamais. C'était plus simple pour eux que d'admettre qu'ils avaient cartographié un coin de l'enfer, et que j'étais le seul à en être revenu. Je porte l'île en moi, maintenant. Elle fait partie de mon sel et de mon sang. Je suis toujours à la dérive sur ce radeau jaune, dans le grand océan silencieux de ce que j'ai vu. Et dans les heures les plus sombres de la nuit, quand le monde dort et que je suis affreusement éveillé, je l'entends parfois, faible et lointain, le battement solitaire d'un tambour.